Bonsoir tout le monde. Merci d'être venus aussi nombreux. Alors cette année, pour notre manifestation langage, nous avons choisi pour thème le paysage. Le paysage, trait d'union, histoire d'amour entre l'humain et la nature et son environnement. Les paysages qui ont inspiré et qui inspirent toujours les poètes, les écrivains, les peintres, les artistes. Et ce soir, nous réunissons, nous les remercions, Jean Guissoumi, écrivain, Marc Pouillet, artiste de la nature, et Alain Frété, paysagiste concepteur. Ils sont assistés de Jean Tixier et de Claire Chaput. Vous venez ? Vous connaissez bien, restez là. Restez là. Alors ils vont croiser, confronter leurs approches de la notion de paysage. Des exemples puisés dans leurs expériences et leurs créations vont permettre de repérer les dissonances et les convergences de leur perception du paysage. Ils vont enrichir notre propre vision et notre perception du paysage, allant vers le beau. Vous avez profité de cette superbe exposition des œuvres de Marc Pouillet et d'Alain Frété et des peintres amis de la bergerie au rez-de-chaussée. Il nous manquait l'écrivain, il est là, Jean Guissoumi est là, et je lui laisse la parole. Bonne conférence à vous. Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'être venus si nombreux à la rencontre de nos paysages. Cette notion de paysage est à l'intersection de nos trois démarches, et c'est peut-être pour cela que nous avons eu plaisir à préparer cette déambulation que nous allons vous proposer selon quatre étapes. Au cours de la première étape, nous nous interrogerons sur le fait que très souvent les paysages dont nous parlons, que nous évoquons, sont les écrans de nos états émotionnels. Ils sont une image, une intériorité, et nous allons l'illustrer probablement dans les textes et les exemples qui seront donnés. Au cours de la seconde étape, nous allons nous dire que peut-être tout paysage est un récit. Nous allons essayer de voir le lien qui existe entre paysage et narratif. Et nous allons voir que l'histoire, avec un H minuscule mais également un H majuscule, sont souvent convoquées quand on évoque un paysage. Au cours de la troisième étape, nous allons voir que les paysages génèrent des imaginaires très puissants. Et ces imaginaires, nous allons en parler parce qu'il est évident que tout paysage ne se résume pas à un compte-rendu géographique de lui-même. Enfin, pour la quatrième étape, nous allons étudier ce que produit le mot paysage lorsqu'il est écrit en deux mots, pays et âge, et voir que peut-être l'âge de celui qui le convoque, celui qui le lit, qui le découvre, qui le regarde, eh bien, est une contrainte déterminante dans sa lecture du paysage. Pour ce faire, nous allons, au cours de chacune des étapes, illustrer par des lectures, par deux lectures exactement, cette notion que nous voulons mettre en avant. Je remercie à ce moment Claire et Jean de la troupe de la Calandre-Belle pour se livrer à cet exercice. Nous allons donc commencer par ce qui relève des états émotionnels liés au paysage, et nous allons demander à Claire et à Jean d'intervenir et d'être les intercesseurs de ces passages extraits de mes romans. Je vous remercie. Devant moi s'ouvre une immensité immaculée. Le vent soulève une écume de glace qui rejoint le ciel. La neige est lourde. J'ai besoin de marcher, épuiser la colère qui m'empoisonne. Mes pas me poussent sur un chemin de crête. Les pierres dressées et même la croix du Christ tournée vers Jérusalem, tout est englouti. On ne voit plus rien. J'aime cette impression d'aller sur une croûte blanche qui surplomberait le vide.
Je n'ai plus peur de tomber, j'ai déjà chuté. Le froid découpe mes chairs, escamote mon corps. Seul persiste le sentiment d'être suivi par une ombre. C'est toi, Lou? Des corbeaux s'envolent d'un bois mauve. La neige s'engouffre dans le col de ma pèlerine. Le froid lime ma colère. Compagnon. Je ferais peur à un fantôme, mais aucune âme n'est assez en peine pour aller au-devant de mon chemin. Même toi, Lou, tu n'apparais pas. J'ai pourtant l'esprit tout entier occupé par ta présence. Vois-tu, je crois aux apparitions depuis qu'il m'est arrivé d'en croiser une. Je me souviens de l'approche du chêne. De loin, on aurait dit un arbre d'étain ou de plomb, comme j'ai eu l'occasion d'avoir plus tard dans le bassin du bosquet du Marais à Versailles. Je m'élançais et je saisissais la branche la plus basse. Je commençais l'ascension. Mes doigts étaient trop petits pour grimper. J'avais la tentation de regarder le vide entre mes jambes. Une sorte d'engourdissement me gagnait. J'accédais enfin à un point qu'il m'était impossible de dépasser. Quand il était évident que je ne grimperais pas davantage, on criait « Est-ce plus haut que l'an dernier, fils ?» Oui, père. Et de combien plus haut? Presque une toise, père. Mais sois précis. Une toise moins 2 pieds, père. Tourne-toi vers l'ouest. Les vois-tu? Non, père. Je ne vois pas les tours du port de La Rochelle. Mais c'est impossible. Regarde bien. La chaîne à droite, Saint-Nicolas à gauche. Et tu dois les voir. Je vois la terre qui remonte vers le ciel, père. Bien plus loin que je ne pourrais jamais aller. Et là où ils se rencontrent, je vois de l'écume. L'écume de l'océan? Je ne sais pas, père. Cela se brouille. Je ne comprends pas ce que je vois. Donc, en 2 mots, ces 2 passages sont extraits du Congrès. Le personnage dans le premier passage est un homme détruit par l'épreuve du Congrès qu'il a dû subir. Le Congrès est un procès en impuissance. Dans le second passage, il évoque son père qui, chaque année, le faisait grimper dans le chêne, dans un chêne immense, le chêne d'Hiverneresse, et lui demandait ce qu'il voyait. J'ai choisi ces passages parce qu'au fond, ils évoquent, dans le premier texte tout au moins, le rapport qu'il y a entre l'état d'hiver, de froid, de déshérence, d'abandon du plateau, puisque la scène se passe sur le plateau, et l'état psychologique de mon personnage. Dans le second passage, je voudrais insister sur le fait que le personnage s'est glissé dans ce paysage, puisqu'il est monté à l'intérieur, monté dans le chêne. C'est toute la question de où est l'observateur, où est le personnage dans le paysage. Est-ce qu'il est extérieur? Je ne le crois pas du tout. N'est-il pas toujours plutôt impliqué étant à l'intérieur du paysage? Et puis aussi, il y a un autre aspect que je voudrais souligner avant de passer la parole à mes amis, c'est la question de l'horizon. L'horizon qui est quelque chose qui me fascine, et quand je reprends au fond les évocations de paysages dans mes livres, je me rends compte qu'il est très souvent question d'horizon, ce lieu où la terre cède au ciel, et je pense que c'est peut-être une notion qui dépasse l'idée même d'un paysage, un paysage qui serait trop précis. On voit bien ici que mes paysages romanesques sont totalement transposés. C'est vrai que cette recherche de l'état émotionnel, finalement, c'est peut-être ce que nous apporte le paysage. Quand on se balade dans un site, dans un paysage, d'un seul coup, les choses vont souvent un petit peu mieux. On a besoin de cette reconnexion, de cet émerveillement, de cette inspiration que nous provoque le paysage. Et dans notre métier de paysagiste, finalement, notre travail est sans doute d'offrir des paysages qui ont cette capacité à permettre à chacun
de se retrouver dans cet état d'intériorité, de recherche d'une expression de l'émotion. Et pour cela, je fais vraiment la différence entre le jardin et le paysage. Le jardin va souvent être un espace clos qui va du coup imposer une narration assez claire, une composition. Le paysage a quelque chose de beaucoup plus libre. Il est libre de parcours, on ne paye pas pour y rentrer, il n'y a pas de porte, on est en relation avec l'horizon. Et c'est quelque chose qui, du coup, va nous permettre de découvrir de façon très intuitive et très libre des successions de lieux. Alors, pour nous, pour du coup essayer de saisir ce qui fait vraiment la nature profonde d'un paysage, il nous faut rentrer aussi dans cet état émotionnel. Et pour le coup, passer du temps. Et passer du temps à se promener, à se balader, parfois à grimper aux arbres. En reprenant cet extrait, je me souviens par exemple d'un travail que l'on faisait avec donc Gérard sur l'étang des Landes, où Gérard était resté à terre, et moi j'étais grimpé là dans un grand chêne, et puis il me disait Alain, est-ce que tu vois l'étang? Oui, je vois l'étang. Oui, monte encore un peu plus. Est-ce que tu vois le clocher de Lussat? Il dit oui, je vois le clocher de Lussat. Et à un moment, en fait, je lui ai décrit le paysage. Il m'a dit oui, c'est peut-être là. Et en fait, c'était exactement l'altitude à laquelle il fallait percher le grand affût de l'étang des Landes, cette réserve naturelle de l'étang des Landes. Donc, vous voyez comment, pour découvrir finalement l'état de contemplation que provoque un paysage, il nous fallait aussi expérimenter la chose et du coup aller jusqu'à s'élever dans le paysage. Donc Marc, sur cet état émotionnel. Oui, tout est mon travail, tout est là dans l'émotion. Moi, quand je fais... je vais parler de land art, même si j'aime pas beaucoup ce terme artistique. Voilà, on était classé dans les artistes land art. J'aime pas beaucoup ce mot, j'aime plus que ce qui était annoncé comme artiste de nature. Voilà, le paysage est fondamental pour moi. C'est vraiment le moment où je rentre dans l'image et où j'ai besoin Alors mon travail consiste en fait à cadrer le paysage. Le paysage pour moi, ça peut être l'infini, ça peut être l'horizon, comme tu disais. Voilà. Et puis d'ailleurs, il y a des images qui correspondent peut-être. Et puis le plus souvent, comme tout ce qui est artistique, peinture, voilà, c'est de cadrer ce paysage. Très bien. Nous allons passer à cette étape numéro 2 où nous allons aborder la question de savoir si, au fond, paysage et récit ne sont pas intimement liés. Nous allons redonner la parole à Claire et à Jean. À mi-hauteur, François quitta le chemin du Mondoué, dont il apercevait les toits, pour s'engager dans la forêt. Le sol, couvert d'un épais tapis de feuilles violines, s'enfonçait sous ses sabots. Les branches basses des hêtres cinglaient son visage. Une puissante odeur d'humus l'enveloppait. Il arriva enfin dans une clairière occupée au centre par un rocher de plusieurs mètres de circonférence. Tout enfant, François aimait jouer avec Louis et Marie sur le dos de ce monstre de granit couvert de mousse. Il passa le plat de sa main sur la pierre. Elle était glissante et reçoit une pellicule de givre. Il s'appuya de tous ses reins contre la masse énorme. La gelure ne le pénétrait même pas. Le froid qui l'habitait était encore plus grand. Devant lui, dans la vallée des Couteilles jusqu'à Villevegou, des murets de pierres sèches faisaient un rapiècement de terre minuscule. Très loin, la masse des renardières élevait ses taillis au-dessus du brouillard, comme la motte d'un château féodal. Là-bas, les toits du Grand Chirou fumaient droit en perçant le ciel.
Le chant des coqs, lointain, parvenait jusqu'ici au cœur de la sauvagerie. À l'est, une lueur sourdait du puits de la faille. Un rouge sang recouvrait les cimes qui crénelaient l'horizon tel des remparts. La flaque pourpre s'étalait et n'en finissait pas de couler sur les forêts en lisière du ciel. François avait fermé les yeux, tourné vers cet embrasement. Depuis des mois, il n'avait pu voir le soleil s'extirper de la terre. Aussi, quand le globe rougeoyant montra son disque tout entier, il le regarda avec l'avidité d'un prisonnier. Le chantier rue Choiseul dura 9 semaines. François, au fil des jours, sentait sa résistance physique s'accroître. Ses mains avaient cicatrisé et les autres goujats ne lui avaient plus cherché querelle. Lorsque les murs avaient été dressés jusqu'au 5e, les planchers établis, le fort et les autres limousinants s'étaient lancés dans l'édification des pignons qui montaient au ciel comme des cimes vertigineuses. Chaque jour davantage, François parvenait à se guérir de son appréhension du vide. À présent, l'oiseau chargé sur les épaules, il servait le fort avec vélocité et sûreté, grimpant sur les échelles, marchant sur les échafaudages en faisant tambouriner les planches sous ses pas. Le vieux maçon lui en était reconnaissant, sans pour autant le signifier, car il n'était pas dans sa nature de s'épancher. Les pignons furent établis définitivement un soir de mai. Les jours n'avaient cessé d'allonger avec une légèreté printanière. Le matin, quand François se levait à 5 heures, il ne manquait jamais de jeter un regard vers la montagne Sainte-Geneviève, qui recevait l'éclairage du soleil levant. Les toitures grises prenaient des reflets qui lui rappelaient les eaux de l'étang de la Genève. Et en fermant à demi les yeux, il pouvait se convaincre, aux flammés qui offraient les façades, de contempler la forêt de la Fayade quand les pousses nouvelles ont encore des reflets de pastel. Voilà. Ces deux extraits, un paysage rural, un paysage urbain, proviennent des Moissons délaissées, mon premier roman, et on entend que c'est un premier roman. Je voudrais dire que le récit qui est implicite dans l'évocation de ces paysages, c'est celui de l'éloignement, de la migration, de l'ailleurs, et également de l'enfermement, puisque au fond on apprend par la fascination que François éprouve à voir le jour se lever sur les forêts de son enfance, on apprend qu'il a été emprisonné dans les jours du Second Empire. Je voudrais dire, c'est une incise assez rapide, que les paysages que j'évoque sont des paysages transposés, vous l'avez bien compris. Ce ne sont pas des paysages dont on pourrait faire la cartographie si on vérifie la géographie, par exemple, de mes romans, on se rendrait compte qu'elle ne correspond pas vraiment à la géographie réelle. C'est un peu comme si la carte sur laquelle je travaille était sur un support qui peut s'élargir ou se rétrécir, un support souple, et qui permettrait de conserver des propriétés topologiques mais pas topographiques. C'est une parenthèse que je voulais faire pour me dédouaner au fond du réel. Par contre, ce qui a beaucoup d'importance dans mon travail d'écriture, c'est la toponymie. Tout à l'heure, on était dans le chêne d'Hivernerès, qui pour moi est une évocation magique et qui n'a jamais existé. Et là, on est dans la forêt de la Favilla, des renardières, etc. La toponymie a une importance considérable parce qu'elle ouvre la porte des imaginaires. Et il y a toujours une connivence entre l'auteur et le lecteur. Et cette connivence, souvent la toponymie permet de l'activer. Alors effectivement, pour nous aussi, paysagistes, la toponymie est absolument une pièce maîtresse. Il y a parfois des projets où on nous impose des zones N,
des parcelles 27, des numéros B612, c'est complètement désincarné. Et on a besoin de retrouver finalement la chair du paysage à travers ces noms qui sont souvent une très 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 longue histoire. Et ces noms nous appellent, nous permettent de commencer à en parler comme des personnages. Et la rencontre, la narration, en fait, se fait souvent à la rencontre de ces lieux. Et cette rencontre ne peut être qu'un trajet. On voit une évolution de l'idée même de paysage qui, lorsque dans le début du XXe siècle, on commençait à classer des paysages pour leur beauté, on les classait pour un panorama, un point de vue. Et donc on disait, ben voilà, d'ici, je vois cette vallée, donc il va falloir classer ça. Donc c'était extrêmement statique. Et puis progressivement, finalement, on a vu l'intérêt porté au paysage, et du coup, le classement de ces sites que l'on allait protéger s'élargir à la notion de trajet. C'est parce que l'on peut parcourir ce lieu de cette façon que l'on va, du coup, le découvrir. C'est-à-dire que le paysage n'était plus simplement une image fixe depuis un point de vue, mais réellement une déambulation. Et ce trajet-là, finalement, dans nos projets, on est souvent en train d'imaginer ce que va recevoir et percevoir et ressentir le futur visiteur qui va découvrir les sites sur lesquels on aura travaillé. Et c'est pour ça que finalement on parle beaucoup d'expérience de visite. Nous, ce qui nous importe, c'est pas le fait que ça soit un joli lieu avec des jolies fleurs, avec des jolies jardinières, avec des jolis... Non, ce qui nous importe, c'est qu'il y ait réellement une émotion à la découverte dans une déambulation d'un pays. Et cette déambulation va souvent être finalement construite avec une narration. C'est-à-dire qu'on se fait une narration, mais qu'on ne va pas obligatoirement imposer à celui qui va découvrir ça. C'est une narration intérieure. Quand on a travaillé, par exemple, sur la Pointe des Poulains, où Sarah Bernard avait donc établi son lieu d'habitation, on est vraiment rentré en narration avec Sarah Bernard. On a dialogué avec Sarah Bernard. On a essayé de comprendre pourquoi elle était là, de rentrer dans son intimité. Alors, il y a certains projets, mais ils sont assez rares, où la narration va jusqu'à l'écriture. Et je pense notamment à la langue du Puy de la Croix. Je ne sais pas si vous connaissez ce lieu, c'est à proximité de Royères de Vassivière, sur la commune de Royères de Vassivière. On descend, on arrive sur les bords du lac. Et là, il nous était demandé, en fait, de faire un sentier d'interprétation. Et dans l'idée du syndicat, le lac de Vassivière, qui nous commandait cette production, il s'agissait de mettre des petits panneaux qui allaient expliquer ici la géologie, ici la faune, ici la flore, et ils avaient même déjà presque identifié l'endroit où il fallait mettre ces petits panneaux. Et là, on a répondu à cet appel d'offres en disant je pense qu'on ne mettra pas de panneaux, mais on vous offrira une narration, et pour cette narration, on se fait aider par un conteur, écrivain et poète, Bernard Blot. Et donc Bernard Blot est rentré dans notre équipe et a écrit en fait une fable qui s'est déroulée sur l'espace lui-même. Et le sentier, quand il a été créé non seulement en fonction de cette narration littéraire, mais en fonction de la géographie, de l'effort qu'on allait faire, puisqu'il s'agit d'une femme qui se fait poursuivre par une meute d'hommes. Et donc, le sentier, en fait, le produit de cette narration. Et cette narration a été illustrée sur site par des gravures faites sur des rochers, mais des rochers suffisamment discrets pour parfois disparaître complètement. Et j'étais tellement fier de cette narration qu'à un moment, il y avait une dame qui est venue, qui m'a dit oui, il est très beau ce sentier. Je lui ai dit, alors vous avez vu toutes ces sculptures, vous avez vu comment cette narration a été écrite par Bernard Blot. Ah non, ça ne m'intéresse pas du tout. Puis ces gravures, non, par contre, le sentier, qu'est-ce qu'il est beau. Alors au début, un peu frustré, et en fait, je me suis rendu compte que pour quelqu'un qui n'entrait pas dans la narration écrite et gravée, le sentier avait sa propre autonomie et avait été porté par une narration, mais offrait finalement une déambulation, des découvertes, des couloirs sombres, des moments de waouh,
quand on découvre le lac, des moments de pause quand on commence à descendre, qui en fait offrait tout ce qu'un paysage doit offrir, c'est-à-dire pas seulement la vue, mais aussi les senteurs, mais aussi la perception physique, mais aussi le toucher. Et finalement, voilà, au-delà d'une narration écrite, il y a une narration que chacun se fait et s'invente. Et on peut dire que le paysage est un peu comme une invention. Comme les archéologues, on dit qu'ils inventent ce qu'ils viennent de fouiller. Ils sont les inventeurs. Ben, là, finalement, les promeneurs sont les inventeurs de leur propre paysage. Je me retrouve beaucoup. Quand j'interviens moi dans le paysage, parce que mon travail c'est d'intervenir dans le paysage, je n'ai pas de... C'est très difficile pour moi d'essayer d'expliquer mon travail, parce que en fait les grands moments de ma création, c'est lorsque je ressens les choses, je deviens la nature, je suis dedans, mais je n'ai pas de... Je ne veux pas partager, enfin j'ai pas d'intention. Je pense que là, enfin, certains ont dit que la nature n'avait pas d'intention, ma démarche, c'est de rentrer dans la nature, de faire partie de cette nature le plus possible, de ressentir, bien sûr, tout ce dans le paysage, qui n'est pas que le regard, la vue, il y a voilà, les senteurs, comme tu disais aussi, comme vous disiez, les bruits, le vent, et c'est ces moments-là qui sont magiques pour moi. Il m'est arrivé de faire des créations et d'arriver à voir le résultat et de ne pas avoir du tout la notion, de ne pas me souvenir du tout, alors sans produit illicite, hein, de ne pas avoir du tout de souvenir de comment les choses s'étaient passées. En fait, les choses s'imposent presque, je choisis les éléments qui sont autour de moi, et alors là, pour moi, ce sont des grands moments. Et c'est là, je pense, que j'arrive à même si j'ai pas la démarche n'est pas de faire... de ne pas imposer une lecture, enfin de ne pas imposer quelque chose, mais c'est là où je fais passer quelque chose. Très bien. Nous allons passer à l'étape numéro 3 où nous allons évoquer les liens entre les imaginaires et les paysages. Les paysages produisent des imaginaires, les imaginaires produisent également des paysages. Nous allons rendre la parole à Claire et à Jean. Nous franchissons au ralenti les arches d'un pont étroit, à la sortie de Felletin. Et très vite, nous quittons la vallée. La route grimpe, tout en virage, surplombée par une forêt de chênes malingres accrochés à des éboulis de granit. À gauche, un ruisseau serpente au creux d'une lande désertique. Les parents de mon père avaient une petite ferme par là, murmure Blanche. Ils se chauffaient avec de la tourbe. Il n'y avait presque pas de forêt à cette époque. Les sapins ont été plantés après la guerre, alignés comme des soldats à la parade. C'est affreux. Rien ne vit dans les sapinières, et le pays s'obscurcit. Depuis notre départ, nous n'avons croisé aucune voiture, traversé aucun village, aperçu aucun troupeau. Nous roulons au milieu d'étendues d'herbes folles, de packages émaillés d'eau, piquetés de genevriers et d'arbustes couverts de lichen. Bizarrement, moi qui n'ai connu que Paris, sont trop pleins de rencontres, de bruits, d'opportunités. Ce vide me touche, il m'attire. Il ne m'inspire aucun sentiment de désolation, d'ennui ou même d'inquiétude. Il me renvoie plutôt au souvenir d'une mélancolie ancienne, entretenue peut-être par ma mère et qui a un goût d'enfance. L'aube arrive. Je la reconnais, cette lumière un peu grise posée sur une trame dorée. Je ne distingue pas encore la crête là-haut, mais seulement une partie de la pente. Nous y faisions paître nos moutons avant. Je me vois petite fille assise au pied du rocher là-bas, enveloppée dans ma cape, à l'abri du vent.
Toute sa vie, on essaie de rester à l'abri. Et à la fin, on comprend que cela ne sert à rien. La nuit cède peu à peu. La terre s'égoutte. Un jour, j'ai surpris une renarde qui passait à cette heure dans le pré, suivie de son petit. Une bête efflanquée qui rôdait autour de nos poulaillers. Il y avait là toute la solitude du monde dans cette apparition. Je n'ai rien dit à mon père. Il aurait posé des pièges. La trahison n'est pas mon fort. Un voile se déchire et le pré m'apparaît dans toute son étendue. Si je suis patiente, je serai récompensée. La vie est un gué, je devrais le savoir. C'est d'abord le surplomb noir et charbonneux de la forêt de sapins qui sort du néant, telle une forteresse dont je crains les entrailles de silence. Mon regard longe ses remparts, cherche un passage. Tous les murs offrent un passage, n'est-ce pas? Et soudain, je le vois, ce crénelé de cime enneigé. Je le reconnais. Ce sont bien elles les montagnes de mon enfance. Je ne les ai jamais oubliées. Toute ma vie, elles m'ont accompagné. Elles sont là pour moi, comme l'océan est à celui qui le contemple. Merci. Ces deux passages sont extraits d'une femme juste. Il y est question tout d'abord du plateau, mais ce n'est pas le plateau de Mille Vaches tel qu'il est aujourd'hui, c'est le plateau de Mille Vaches de mon enfance, celui qu'évoquait ma grand-mère qui était originaire de ce plateau dans la région de Jansiot. C'est un plateau dont la vacuité, le vide, l'immensité me plaisent. C'est un plateau où il y a des lignes de fuite qui vont vers l'horizon. Et c'est un plateau qui se sépare entre deux mondes. Le monde tellurique, celui des volcans d'Auvergne, que l'on aperçoit certains matins, et c'est ce dont il est question dans le second texte. Et puis l'influence océanique, c'est-à-dire c'est un lieu qui est à la confluence des vagues et de la lave. Et c'est ce plateau, je crois, que je n'ai jamais cessé de décrire, celui de mes aïeux qui qui se chauffaient avec de la tourbe et qui ressemble si peu au plateau que nous connaissons aujourd'hui. Et alors, évidemment, je voudrais terminer ce petit commentaire par l'idée qu'au fond, ces textes nous renvoient à l'enfance. L'enfance, il en est question dans le premier texte, lorsque la jeune fille, Pauline, évoque son accès assez immédiat au plateau parce que sa mère, au fond, lui en a parlé, et puis aussi l'enfance de Blanche, institutrice, qui a sauvé la mère de Pauline, il y a de cela bien longtemps, des temps de barbarie. Alors, l'imaginaire pour le paysage est une donnée absolument indispensable. On est toujours à manier la métaphore quand on est dans un paysage, même si finalement elle est peut-être là de façon intuitive et pas obligatoirement formulée, mais l'angle du Méso va nous apparaître comme une proue. On parlait là comme un château qui s'élevait, une tour, et on se rend compte que bien souvent cet imaginaire, en fait, il est lié à la rencontre avec des œuvres d'art et des artistes. Alain Roger parle même d'artialisation, c'est-à-dire pour lui, l'espace et la nature qui nous entoure, finalement, il y aurait presque deux états. Un état brut, qui pour lui est le pays. Voilà, donc c'est l'espace qui nous entoure, et un état artialisé, un état que l'on voit à travers finalement un regard sensible, qui est le paysage. Et là, par exemple, il va comparer le pays à la nudité et le paysage au nu. Vous voyez, la nudité, c'est le fait d'être nu. Le nu, c'est le dessin qu'a fait un artiste, un peintre, un graveur, un dessinateur, d'un corps nu. Et d'un seul coup, ce nu devient finalement une œuvre. Et pour lui, le paysage, c'est l'équivalent du nu. C'est-à-dire qu'il nous faut avoir ce regard empreint finalement de cette sensibilité artistique que l'on a en chacun de nous,
mais qui est forgé par une culture collective et une culture commune. C'est pour ça que quand on nous dit, oh, vous savez, le paysage, des goûts, des couleurs, chacun a le sien, pas du tout en fait. On partage ensemble une culture commune, finalement, liée notamment à ces créations artistiques qui ont fondé notre imaginaire. Et on ne lit finalement le paysage souvent qu'à travers ces représentations. Alors on pense bien sûr d'abord à la représentation, la peinture, même voilà, les œuvres de Marc qui nous entourent. À un moment, on va trouver un assemblage d'objets qui fait « Tiens, ça me fait penser à... » oui, et si Marc, à un moment, n'avait pas déclenché cette capacité qu'a l'esprit à d'un seul coup reconnaître des formes dans cette nature, peut-être on aurait été un peu moins aiguisé à construire ce regard. Il y a bien sûr donc ces images, ces photos, ces sculptures, mais il y a aussi la littérature. Et je pense, par exemple, j'ai lu très très tôt les Moissons délaissées, et voilà, d'un seul coup, grâce à ce roman, alors bien sûr j'avais lu des choses sur les maçons de la Creuse, mais le fait de le mettre en récit, d'un seul coup rentrer dans l'histoire d'un personnage, François, de l'avoir suivi, d'avoir suivi cette prose poétique de Jean-Guy. En fait, parfois, en rencontrant un mur de pierre, j'étais avec François, et d'un seul coup, ça m'a guidé dans une relation beaucoup plus intime. Et là, on voit combien il est important, finalement, d'avoir cette relation avec l'art, avec les artistes, et ce que fait la Bergerie ici, en faisant rencontrer donc, des artistes, en proposant leurs œuvres, finalement, à un moment, fait une alchimie intérieure qui fait que notre regard sur le paysage est plus aiguisé encore. Merci. Très bien. Je vais vous parler de cette image, peut-être, de l'oiseau qui est du rouge-gorge. Je vais montrer l'image. Non. Elle est vraiment. Alors moi, je suis pas creusois, mais j'ai passé mes vacances d'enfance tout petit en Creuse. Et pour moi, cette image est vraiment liée à la Creuse. Enfin, voilà. Parce que j'y venais, bien sûr, l'été, au mois d'août, mais je ne rêvais toute l'année que de revenir et d'y venir aussi l'hiver. J'y suis venu quelques fois en vacances de Noël et c'était un plaisir. Et voilà, pour moi, les 4 feuilles qui sont prises dans la glace, c'était vraiment l'image qui est liée à mon enfance. J'ai fait cette installation, alors ça dépoétise un petit peu, mais j'ai pris ces 4 feuilles, ce sont des feuilles de peuplier qui avaient perdu un peu la lymphe et qui sont... il ne reste plus que comme une dentelle, hein, elles sont passées un peu d'hiver, déjà un peu d'hiver tombées par terre. Je les ai ramassées, je trouve ça magnifique déjà, et je les ai mises dans l'eau le soir. Et donc, alors ça dépoétise un peu, mais dans un plat à tarte. Voilà. Il faisait froid, elles ont gelé, et le matin, alors il y a beaucoup d'improvisation dans tout ça, et beaucoup de surprises. La chance, c'était que les feuilles étaient prises dans la glace, mais qu'il y avait quand même une transparence. Mon idée était de photographier, tout ce que je fais est très très éphémère, donc c'était l'idée de photographier cette image pour échanger, hein, et la conserver. Et le cadeau, ça a été, alors c'est pas lui, c'est une mésange qui est venue se poser, j'ai des photos de ça aussi, j'ai pas de photos, je dis des bêtises, sur l'installation. Mais j'avais pas mon appareil justement, sous la main. J'étais frustré à un point, donc j'ai fait un petit muret de neige devant, je vous raconte tout, et j'ai mis quelques petites graines entre et le rouge-gorge est venu, et alors parce que parfois on me dit mais c'est un montage, maintenant on fait des choses magnifiques. Non, c'est vraiment, j'ai des centaines de photos avec lui, et j'ai pu le photographier, on est resté l'après-midi ensemble. Donc voilà. Je me suis peut-être écarté du sujet, mais c'est un imaginaire.
faut qu'une œuvre soit très forte pour supporter d'être visitée depuis le point de vue de l'atelier de l'artiste, en fait. Et là, je trouve que la fascination qu'on éprouve pour cette œuvre est intacte. Même si on sait qu'il y avait des petites graines. Nous allons essayer enfin de voir ce que donne le mot paysage quand il est écrit en 2 mots, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que nous pensons que la notion de temporalité est très importante dans cette notion de paysage. Je vous donne la parole à mon intercesseur. La classe longe le ruisseau. De nouveau, la paix s'est installée. Peut-être le froid y est-il pour quelque chose. Malgré le soleil qui s'élève à l'horizon, il gèle encore très fort. Pour peu qu'un ou 2 élèves s'enrhument, cette sortie sera reprochée à Estelle. Un éclat attire mon attention. En tête de colonne, plus grande que les enfants, elle est la première à voir. Ses yeux balaient une brillance arrondie en arc au-dessus du ruisseau. L'impression d'avoir vu quelque chose de trop extraordinaire pour s'y fixer immédiatement. Et le cerveau qui analyse ce qu'il vient de découvrir, cet objet qui ne ressemble à rien de ce qu'il connaît. Le regard qui revient sur l'éblouissement. Un va-et-vient qui ne dure que quelques fractions de seconde, mais suffit à figer Estelle. Dans son dos, les gamins se poussent, en profitent pour se chamailler. Elle n'entend rien. Elle est prise par l'image de cette transparence immatérielle qui brille sous le soleil à quelques mètres. Rien. Pas même les cris des gosses ne peut la sortir de son émerveillement. Elle voudrait encore quelques instants être la seule à voir l'arche. C'est le terme le plus approprié, lui semble-t-il, pour décrire ce qu'elle observe, bien que le mot renvoie à quelque chose de plus grand que la réalité qu'elle a sous les yeux. Une voûte constituée d'éclats de glace, décomposant la lumière, enjambe le ruisseau, suspendue comme par miracle. Happée dans un silence intérieur, Estelle est projetée loin de sa classe, transportée, éblouie. Il y a un enchantement dans la tension de ce berceau de cristal, une beauté maléfique. La route contourne l'église et s'immisce entre les maisons. Depuis qu'il est arrivé, Ben Forster sait qu'il prendra ce chemin. Le moment est venu. Il n'est plus temps de reculer. À hauteur de l'ancienne cure, il s'arrête. Est-il possible qu'un prêtre ait vécu dans cette masure, à présent abandonnée, et qui paraissait imposante et tellement solennelle, lorsqu'enfant, il en franchissait le seuil? Un parfum de terre mouillée coupe la route. Ben se remémore l'ancien lavoir tout proche, attenant une fontaine, les écrevisses dans le bassin, le trop-plein qui détrempait le sol. Là encore, des images qu'il ignorait avoir portées au long de sa vie ressurgissent, prêtes à le ramener vers l'enfance comme une proie ferrée par la fuite du temps. Un virage, un mur de grosses pierres qui fait l'angle, un puits mitoyen, plus loin un jardinet. Quelques maisons alignées aux façades basses, restaurées avec une méticulosité qui donne à cette partie du hameau un air urbain. Et brusquement, la masse grise de l'école. Ben avait oublié le pouvoir grandiloquent de la symétrie du bâtiment. Une classe de part et d'autre d'un vaste couloir, où pour l'avoir escaladé et dévalé si souvent, il sait qu'un escalier droit dessert le premier. Sur le palier, la porte du secrétariat de mairie, et de chaque côté, les logements de fonction des instituteurs. Ces 2 passages sont tirés de l'œuvre vive. Je crois que tous les paysages que j'évoque dans mes romans nous renvoient à l'enfance. Je crois que l'enfance est vraiment
un élément cardinal dans la perception que l'on a des paysages. En vieillissant, le monde qui nous entoure devient plus inaccessible, moins appréhensible, plus froid. Et je crois que, au fond, ce qui était essentiel au départ, c'est-à-dire le rapport que l'on avait en tant qu'enfant au paysage, se met à émerger. Je crois que pour comprendre cela, il suffit de revenir à un âge de maturité vers un paysage dans lequel on a beaucoup joué quand on était enfant. Et on va se rendre compte à quel point il nous apparaît aujourd'hui comme différent de ce qu'il était quand nous étions des enfants. Je crois que finalement, tant le lecteur que l'auteur qui évoque des paysages, eh bien, leur regard, leur lecture dépendent de l'âge qui est le leur. C'est une idée que je vérifie chaque fois que j'écris. Jean-Guy, là, tu nous parles effectivement de l'âge de celui qui s'imprègne et observe le paysage. On peut aussi traduire cette décomposition pays-âge par peut-être l'âge du paysage. Est-ce que le paysage a un âge ? On se rend compte, alors ça c'est des travaux de géographes, notamment de géomorphologues, enfin, qui nous disent plus l'espace est proche, plus le temps est rétracté. Quand on est à proximité, enfin, voilà, sur un lieu, quelques mètres autour de moi, les fleurs n'ont que quelques mois, quelques semaines parfois. Le lierre a grimpé, donc on est sur un temps qui se compte en années, et on va voir ce site, ce lieu, on parle de lieu, bouger en quelques années. Et puis, quand on s'éloigne un peu, là, on est sur, là, peut-être le lieu dit, la parcelle, on est sur 100 mètres à peu près. Là, on se dit, bon, il y a quand même quelque chose qui perdure un peu plus longtemps, et c'est pas en années, mais peut-être en dizaines d'années que les choses vont se mettre à bouger. Un arbre s'est mis à croître et à grandir, un autre est mort et a été coupé. Et donc on va voir en plusieurs dizaines d'années les choses bouger. Et puis on prend encore un peu de recul, et là on arrive non plus au lieu et au lieu dit, mais au site. Et un site, c'est quelque chose comme 1 kilomètre qui nous entoure de rayons. Et donc on va voir le village, la lisière. Et là, il y a quand même des choses qui sont à la silhouette d'un village, même s'il s'est construit quelques pavillons au pied, mais on va peut-être faire attention dans le cadre d'un travail sur l'urbanisation, de préserver cette silhouette de village, la lisière, même s'il y a parfois des coupes un peu sauvages, des coupes à blanc, mais voilà, ça perdure. Et là, on se dit, faut bien un siècle, c'est-à-dire 100 ans, donc pour que les choses bougent. Et c'est vrai que tu mentionnais le fait que, par exemple, les paysages du plateau, en 100 ans, ont complètement basculé, donc il faut bien ce temps-là. Et puis, quand on prend encore du recul, c'est-à-dire que là, on a vraiment l'espace, peut-être moins du site, mais plus du pays qui nous entoure, donc plusieurs dizaines de kilomètres. C'est Fernand Braudel qui disait la France est riche de ces pays, parce que quand on se balade, tous les 30, 40 kilomètres, il y a quelque chose qui change, quelque chose de subtil, quelque chose dans l'accent qu'emploient les gens. L'occitan n'est pas exactement le même ici, là on passe sur la langue d'oeil, il y a une façon de couvrir les toitures qui ici étaient en ardoise, et puis là on bascule sur la tuile ronde. Enfin, la nature géologique avec laquelle sont faits les murs ne sont pas pareils. Enfin, voilà. Et là on est vraiment à cette échelle du pays, et là on sent que il y a quelque chose qui perdure, et c'est plus en centaines d'années, peut-être en milliers d'années que les choses vont commencer à bouger. Et là, on se rend compte que c'est vraiment le relief, le modelé qui va commencer à prêter prise au temps. Et pour qu'un relief se mette à bouger, là, il va falloir passer à peut-être plusieurs centaines de kilomètres et arriver à une géologie en mouvement. Et là, il faut effectivement plus des 10 000 ans, 100 000 ans. Et là, on atteint des échelles géologiques. Le relief que l'on a autour de nous
n'est pas si âgé, c'est-à-dire qu'il remonte à 100 000 ans. Donc c'est l'époque périglaciaire où les choses se mettaient en place. Et on voit que finalement, l'âge du paysage se joue aussi à l'échelle avec laquelle on perçoit le paysage. Il y a une relation entre l'espace et le temps qui est intéressant à explorer. Marc, l'âge de tes œuvres. J'ai choisi la Creuse et j'aime passionnément la Creuse et je crois que un des grands bonheurs et ce que alors c'est un petit peu contradictoire, alors c'est pas le pays de mon enfance, mais ce que je trouve, ce qui me touche beaucoup, c'est que je retrouve alors ce sont des lieux, alors c'est pas des étendues gigantesques, mais des bois, des étangs qui n'ont pas, je trouve, pas bougé par rapport à mon enfance. Et j'ai toujours des petits coins à Girolles, où j'allais au Girolles avec mon père. Et je crois que c'est ce qui me fait, et enfin, ça me rassure, c'est ce qui me fait aimer passionnément ce pays. Alors bien sûr, quand on coupe un arbre, ou des arbres, c'est la catastrophe, mais j'étais donc petit parisien, j'allais souvent au cimetière de mes grands-parents, était au cimetière de Puteaux qui est à La Défense. Et j'ai connu La Défense, c'était un rond-point, et le premier bâtiment qui était construit, c'était le CNIT. Mais je l'ai vu se construire, c'est vraiment l'impression. Et donc ça a bien changé depuis. Et là, je suis perdu. Voilà. Pour reparler de l'enfance, je parle de moi, je fais beaucoup d'ateliers, de rencontres avec les enfants, les petits. Ce qui est magique, c'est que je vais utiliser encore ce mot, le land art, la nature, touche, mais alors, en 20 ans, j'ai passé beaucoup d'enfants, ça les touche, moi ça me rassure, je voudrais vous le dire parce que c'est rassurant, on leur propose c'est les enfants de toujours, de jouer avec des petits cailloux, des petites feuilles, et il suffit de leur proposer, et c'est magnifique, et de les mettre dans le paysage, enfin de les faire jouer avec le paysage, justement. J'ai fait un livre qui s'appelle Street Art Végétal, on sait même le land art, ça vient du street art. Je l'ai fait parce que dans le milieu urbain, mais pour ça, parce qu'on me disait on va vous faire intervenir, mais nous on n'a pas la nature, on est à, je sais pas, à Sarcelles, et si la nature est présente. Et ce qui est magique, c'est de voir des petits, des cités qui ne sont pas conscients, enfin qui ne jouent jamais, qui ne vont presque pas dans le parc, parce qu'ils en ont quand même un à côté de chez eux, et de voir quand on leur propose leur réaction à manipuler une partie des paysages, mais voilà, des feuilles, des cailloux, des branches, des fleurs, c'est absolument magique et c'est très rassurant. Je crois que cette forme de conclusion est magnifique parce qu'elle renvoie aux enfants et à leur passion. Nous vous proposons de vous rendre la parole et s'il y a des questions que vous voulez nous adresser, bien nous sommes à votre disposition. Nous sommes à votre écoute. Est-ce que vos sens vous guident aussi pour faire des mandalas et en même temps, j'ai la question, est-ce que vous avez toujours fait des mandalas? Non, j'ai pas fait des mandalas, c'est plutôt... on a fait un livre avec ma compagne qui s'appelle Mété Millerou, on a un livre sur les mandalas, c'est plutôt elle qui m'a entraîné dans cette démarche, même si je m'y retrouve bien, mais je ne fais pas de mandala, j'ai pas du tout. C'est comme tout ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure. J'ai une citation de Soulages de Pierre Soulages que j'aime beaucoup. C'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche. Et c'est en faisant que. Mais je n'ai pas. Je perds. Ce que j'aime, c'est de perdre, de ne pas avoir de vie, de ne pas avoir d'intention. Je fais.
Pas d'autres questions? Ah. Il y a fait la relation entre les émotions par rapport au paysage, mais il y a aussi un ressenti du paysage par rapport à la météo et par rapport aux saisons. Et vous n'avez pas fait référence à une recommandation. C'est-à-dire même par rapport à la perception du paysage, qu'on soit tôt le matin ou tard le soir, et dans la journée où le soleil qui écrase un petit peu, tôt le matin, voir cette lumière rasante qui aussi donne un rendu. C'est vrai que les saisons, le temps météorologique, le moment de la journée va être assez fondateur dans la perception qu'on va avoir d'un paysage. C'est pour ça qu'on essaye toujours de dire aux commanditaires qui font appel à nous quand on a un projet à faire, on va avoir besoin de temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous faire un projet pour dans un mois. C'est pas possible. Et il nous faut au moins une saison intermédiaire qui permette, donc l'automne ou le printemps, d'avoir des transparences, d'avoir des fluidités, des couleurs. Et puis, le temps, c'est aussi... je travaille beaucoup, par exemple, sur le littoral. Entre un littoral qu'on voit au mois de novembre, tout seul sur la plage, et donc on a l'impression d'être seul au monde, il y a un temps, c'est assez... Et puis, le littoral, en plein été, quand il y a 150 voitures qui sont garées le long de la voie, tout en vrac, des gens qui débarquent, c'est pas du tout la même chose, quoi. Donc, effectivement, il nous est absolument indispensable de découvrir les paysages à travers ces saisons. Alors parfois, le temps qui nous est imparti ne nous permet pas d'être tout le temps là, mais on essaie de plus en plus souvent, les paysagistes aiment bien être en résidence, en fait, rester en station, et d'abord aussi pour rencontrer les gens, pour apprendre de la parole d'autres comment ça se passe. Donc, même si parfois on ne reçoit pas toutes ces émotions, on va rencontrer des gens qui disent « Ah, vous savez, là, je suis parti à la chasse ce matin, c'était quand même très très beau. » Ou voilà, quand en hiver ici, vous imaginez pas le plaisir que j'ai à aller voir mes bêtes. Et là, en fait, voilà, on essaye d'être le plus poreux possible à ces impressions que d'autres ont perçues. Et puis, il y a des écrits. Et puis, voilà, il y a des cartes postales, des photos qui racontent aussi ça. Donc, il y a ce que les autres ont ressenti qui nous permettent d'avoir une vision la plus globale. Dans l'idéal, il faudrait rester à chaque fois 1 an sur chacun des sites, mais je ne suis pas bien sûr qu'il y ait d'argent pour ça. Par rapport à tes œuvres au temps, je participe parfois à des festivals d'art. On arrive et on nous demande de créer une œuvre. Et voilà, c'est très compliqué parce que oui, c'est vraiment important de s'imprégner du paysage, enfin du lieu pour découvrir. Il m'a fallu par exemple des années pour utiliser des pommes de pin, tout bêtement. Je n'utilisais pas des pommes de pin, puis un jour, le déclic s'est fait, j'utilisais des pommes de pin. Puis après, je me suis rendu compte que les pommes de pin, on peut les utiliser. Déjà, il y a une infinité d'espèces de pommes de pin, mais il faut du temps. Et par contre, l'installation, la création se fait, en art, c'est vraiment un moment précis et limité. Parfois, je travaillais sur les premiers livres, je me disais, j'en avais un peu, je n'y arrivais pas. Je me disais, je reviendrai demain pour faire cette installation, cette création, et j'utiliserai les choses que j'ai commencé à utiliser aujourd'hui. Je n'ai jamais réussi, c'est vraiment le moment présent. Parce que la lumière, parce que le vent, parce que moi, parce que voilà, la pluie, enfin tous les éléments. Les interventions sur le paysage sont, telles qu'un paysagiste le fait, sont pérennes. Les interventions de Landart sont a priori éphémères, elles sont faites pour ça. Est-ce que l'un comme l'autre, dans le paysage, est-ce qu'on est tenté éventuellement d'intervenir, mais de laisser la nature ensuite peut-être dégradée, même le paysage construit, et dans le Landart, est-ce qu'on est tenté parfois de faire des œuvres qui ont plus qu'une durée d'une marée ou d'une pluie qui va tout détruire, pour faire quelque chose qui est plus durable, mais qui de toute façon sera quand même amené à disparaître? Personnellement,
Moi, j'aime beaucoup la notion d'éphémère. Le grand moment, c'est un mandala qui est fait sur la plage de Cabourg avec un 15 août. On nous a réservé, par la commune, par la mairie, nous avait laissé un espace parce qu'il y a le cadrage, on voit un petit peu de monde, mais il y a très peu de gens, alors que devant, là, il devait y avoir des centaines de personnes qui regardent l'œuvre. Mais le grand moment, oui, pour revenir, c'est comme quand on est enfant, les châteaux de sable, voilà. C'est quand la mer, j'avais proposé un petit film qui passait pendant l'exposition, où on voit la vague reprendre son lien, enfin reprendre les coquillages. Et c'est un grand moment où j'adore aussi retourner sur des lieux en pleine forêt où j'ai fait une installation et de voir évidemment la dégradation. J'ai plutôt tendance personnellement à faire des choses très éphémères. J'admire beaucoup, par exemple, il y a un des grands noms du land art qui s'appelle Antoine Sourcy, qui a des œuvres, par exemple, il y en a une magnifique sur le livre de Vassivière, un mur en pierre sèche, qui est un peu plus pérenne, et même si c'est éphémère, tout est éphémère, je crois, de toute façon. Et pour répondre à la deuxième partie de la question, là, comment le paysage, quand on fait un projet, effectivement, c'est souvent un projet pour durer, mais ce qu'on apprécie souvent, c'est de ne pas donner prise au temps. C'est-à-dire que on se rend compte que les paysages sur lesquels je travaille, et souvent des paysages protégés, tu étais architecte des bâtiments de France, donc on se rend compte que les gens qui viennent voir ces paysages, qui peuvent être qualifiés de pittoresques, patrimoniaux, etc., ne viennent pas voir un aménagement. L'aménagement, ils s'en foutent complètement. Ce qu'ils veulent voir, c'est un site, un paysage pour ce qu'il est. Donc plus on va être en retrait, moins on va voir qu'il y a eu projet, plus le projet est réussi. Et pour ça, il faut arriver à donner de la patine. On aime bien fabriquer ce qu'on appelle du nez tout vieux. Le nez tout vieux, c'est qu'il est né déjà tout vieux. Et quand on fait un projet nez tout vieux, on estime avoir gagné. Et c'est vrai qu'avec Jean, qui, au-delà de lire des textes et être notre chef de troupe de théâtre de la Calembredaine, a été donc entrepreneur dans un chantier d'insertion, on a beaucoup travaillé là-dessus, et ce nez tout vieux, on le gagne souvent par l'utilisation de techniques qui ne sont pas des techniques élaborées. C'est pour ça que je déteste le plastique, par exemple. Et quelque chose que j'ai en horreur, c'est les jardinières en plastique. Je ne sais pas pourquoi on essaie de rendre les choses jolies en rajoutant, notamment il y a des... Alors je ne sais pas, c'est une espèce de cancer là, qui nous gagne, de jardinières en plastique vert avec des fleurs. Enfin, et parfois on les voit devant des lieux qui mériteraient en fait tout simplement d'être simplement là, posés devant nous dans toute leur force, leur beauté, leur sobriété. Et cette recherche de la sobriété, elle est pour nous vraiment un fil directeur extrêmement important. Et ce qui est très rassurant, c'est qu'elle rencontre la sobriété financière que rencontrent les communes, il y a de moins en moins d'argent, donc finalement le fait d'être pauvre, des fois ça permet de faire des très beaux projets. Quand on est riche, on fait des choses horribles, parce qu'on sort du cortège, on sort des gabions, vous voyez les gabions là, une espèce de cage en métal dans laquelle on enferme les pièces. Alors ça je ne comprends pas. On a aujourd'hui des techniques de pierre sèche magnifiques, des gens dont c'est le métier, et non, on les enferme dans du métal qui coûte très cher, qui vont se dépioter, qui vont trouver un avenir absolument intolérable avec des morceaux de ferraille qui vont arracher les pieds de tout le monde. Enfin, c'est terrible. La sobriété, en plus, elle rencontre aussi cette transition écologique par laquelle il nous faut passer. La sobriété, c'est cette sobriété de matériaux. On va aller chercher de l'année à proximité, on va utiliser des végétaux. Par exemple, moi, aujourd'hui, je ne plante plus rien. Je plante plus rien, je laisse pousser. Alors j'ai appris ça aussi en travaillant avec l'étang des Landes, la réserve naturelle de l'étang des Landes, où ils nous disent
bah non, si on plante quelque chose là, ça va peut-être pas être exactement les bons végétaux qui sont là. Il vaut mieux laisser la nature s'exprimer. Alors bien sûr, quand on a un champ de chardon, c'est difficile à inaugurer parce que c'est pas vert tout de suite, c'est pas propre. Mais la notion de propre est peut-être à revisiter et elle permet justement cette patine et qui fait que ben voilà, on laisse le temps dégrader finalement parfois l'aménagement qu'on avait pensé peut-être de façon un peu trop rigoureuse. Et puis le temps, c'est la façon dont les gens aussi vont s'approprier les lieux. Et j'aime beaucoup ce qu'on appelle les chemins de plaisir. Vous voyez, c'est ces chemins qui sont créés de façon un peu sauvage par les gens quand ils veulent aller d'un point A à un point B et puis qu'ils vont laisser des traces. Et on est souvent extrêmement affûté dans notre regard à identifier ces chemins de plaisir pour les accompagner. Si les gens sont passés là, ben, c'est peut-être parce qu'il est intéressant de passer là, et plutôt que de mettre une barrière avec un gros panneau ici, interdiction de passer, on peut mettre 3 marches en pierre sèche bien sûr, sans béton, et puis qui permet de faciliter ce passage. Et d'un seul coup, là, il y a une maturité finalement du lieu qui se fait jour, simplement parce qu'on a accepté que le projet qu'on fasse ne soit pas la belle composition que l'on fait tout seul dans son atelier et puis qu'on va donner par un plan souvent fait sur informatique, mais au contraire quelque chose qui va dialoguer avec les lieux, les usages, les dynamiques naturelles, les dynamiques géomorphologiques. Et là, il y a une maturité qui fait qu'on accepte qu'il y ait cette patine, on la recherche. J'ai un questionnement, Alain, juste, si tu veux bien réfléchir sur ce sujet-là. Récemment, je me suis posé la question de à qui appartient le paysage. C'est une réflexion qui nous traverse tous quand on voit les transformations de paysages qui sont... Ce que tu disais tout à l'heure m'a fait prendre conscience de le rapport que l'on a au paysage, qui est un rapport sensible depuis l'enfance, où on vit dans un lieu, le point de vue de l'habitant, qui voit plus ou moins son écrin, enfin surtout pour nous en Creuse, qui vivons dans un paysage, un grand jardin. Et puis il y a des transformations qui se font à une rapidité qui ne sont pas du coup l'échelle du temps où le paysage normalement se transforme et où petit à petit le regard peut s'habituer. Bien sûr, tu auras compris que je fais référence aux coupes rases des forêts qui sont de plus en plus intenses, mais aussi à d'autres projets qui sont des projets agrivoltaïques par exemple, qui peuvent toucher certains coins et où subitement, en l'espace de quelques jours, une transformation très importante du paysage a lieu. Je pense à des gens qui habitent, voilà, ils ont un beau paysage depuis des décennies, puis d'un seul coup, il y a un champ photovoltaïque qui va prendre racine au pied des maisons. Et moi, ça m'a fait m'interroger là-dessus, de me dire, mais quel est le statut juridique? Y a-t-il un statut juridique du paysage? Alors, on a quand même en France un certain nombre de lois. Alors, il y a bien sûr la loi de 1930 sur le paysage qui inscrit ou classe des paysages sur lesquels mais ce n'est que quelques dizaines de pourcents de la surface, mais sur lequel, là, on s'accorde à dire, du point de vue à l'échelle nationale, on a vraiment une valeur et un intérêt à préserver et à garder ces paysages sans transformation notable. Alors les transformations sont possibles, donc là il y a les inspecteurs des sites de la direction régionale de l'environnement qui veillent à ça, les architectes des bâtiments de France qui font un travail remarquable. Alors je voudrais souligner ce travail parce que souvent on râle, ils m'empêchent de faire ce que je veux chez moi, comment... C'est grâce à eux que la France est belle, franchement. Donc ils font un travail absolument incroyable pour préserver. Et puis après, il y a le paysage plus commun, qui appartient effectivement à tous. Le paysage est à tous, il est pour tout le monde, il est parcourable. Enfin, c'est ce qui distingue le paysage du jardin, d'une propriété. Et ça, garder la parcourabilité du paysage est important. C'est pour ça que le travail qui a été fait, notamment en Creuse, sur les sentiers, les chemins, les PDIPR, les plans départementaux d'itinéraires de promenade et de randonnée, enfin, la protection des chemins est absolument indispensable parce que ça rend le paysage encore parcourable. Alors, concernant le photovoltaïque, moi je fais des projets sur le photovoltaïque. On me demande des avis, comme paysagiste conseil de l'État, sur des projets.
Je pense qu'il y a une nécessité de toute façon de passer à ces énergies renouvelables. Il y a des façons de faire. Si effectivement le projet photovoltaïque consiste à couper toutes les haies, tous les arbres sur 25 hectares et imposer ça, ça va être absolument terrible. Il y a certains projets, là je pense à un projet que je travaille dans le Tarn, où il y a des ombrières photovoltaïques sur des vignes. Les haies ont été parfaitement conservées, on a un recul par rapport à certains bâtiments, et je pense qu'il y a façon de, finalement, d'intégrer, alors j'aime pas trop ce mot intégrer, parce que c'est moins de l'intégration, mais de faire participer ces nouveaux objets au paysage. Quand on a laissé pousser la forêt, le paysage a aussi changé. Enfin, quand les terrils ont été créés à l'époque, des montagnes se sont élevées. Pour les mineurs qui sortaient, c'était vraiment l'horreur, parce qu'il s'agissait vraiment de la présence dans le paysage, et c'était l'expression de leur souffrance, souvent siliposée. Il a fallu attendre 3 générations pour que les petits-enfants et arrière-petits-enfants disent « Ah non, non, mais c'est terrible, c'est notre mémoire. Ce sont nos montagnes à nous. N'y touchez pas. » Donc comme quoi, en fait, on voit apparaître une valeur attribuée à certains éléments qui deviennent des motifs de paysage. C'est là, et je pense que même dans certains cas, les éoliennes, donc on n'est pas tout à fait d'accord avec Daniel, on a souvent ces discussions, mais réfléchir à l'échelle du territoire, réfléchir aussi pour éviter qu'elle bouleverse donc de façon radicale les paysages, ce sont des choses qui peuvent venir quand les lignes à haute tension ont été montées. C'est vrai que ça a été, mais dans certains paysages, ça y est, elles sont là, elles font partie. Alors, bien sûr, on aimerait quand même souvent qu'elles soient un peu plus discrètes, mais voilà, les choses évoluent. Le tout, c'est de le faire en évitant la monofonctionnalité. C'est-à-dire, ici, on ne fera que du photovoltaïque. Non, il faut qu'il y ait également la fonctionnalité écologique, il faut que les animaux puissent passer, il faut qu'il y ait une fonctionnalité d'usage, il faut que les gens continuent à marcher, une fonctionnalité esthétique. Et c'est cette plurifonctionnalité qui va nous permettre d'aborder l'évolution des paysages de façon douce et finalement acceptable par tous, quoi. Et ça demande aussi du partage, ça demande du temps. Et c'est pour ça que les projets donc sur les énergies renouvelables doivent prendre du temps. Des fois, on entend, oui, ça râle en France, on ne peut pas... Oui, mais tant mieux, parce que c'est les conditions d'acceptabilité. Et ces discussions, même si à la fin tout le monde n'est pas d'accord, vont permettre aussi de dire, bon, j'ai donné un point de vue, il n'a pas obligatoirement été pris en compte comme je souhaitais, mais au moins j'ai pu le donner, et puis on a pu enlever cette éolienne qui était un peu trop ici, et des projets les plus beaux projets. Mais pour ça, il faut vraiment qu'il y ait un régulateur qui doivent être les services de l'État. Et c'est pour ça que quand on entend aujourd'hui, il y a trop de fonctionnaires, c'est assez catastrophique, parce que c'est grâce à ces services de régulation qu'on peut avoir finalement des projets partagés, des projets réfléchis. C'est un peu plus paysage que littéraire. Le seul paysage qu'on n'intégrera pas, c'est les zones d'activité, comme à Guéry, le long de la 145. Quoi. Alors voilà, là c'est un boulet, là. Les zones d'activité, souvent, sont très mal réfléchies au départ. J'étais très frappé par la zone d'activité, là, quand on va vers Saint-Fiel. Ils ont commencé par faire quoi? Par faire propre. Ils ont rasé toutes les haies, ils ont fait un gros remblai, ils ont fait tout plat en se disant, comme ça, les entreprises pourront venir. Puis après, ils se sont dit, oula, c'est nul. Hein. Alors, on a essayé de planter des arbres. Donc, dans le remblai, on a fait des trucs, puis on a planté des arbres qui ont bien sûr crevé parce que personne ne les a arrosés. Enfin, c'est misérable. Alors qu'il y avait des arbres, il suffisait, et souvent quand je travaille sur des zones d'activité, parce qu'il m'est donné de travailler sur ces zones d'activité, on a une chance incroyable, notamment en Creuse, c'est d'avoir un bocage très très fin. La première chose à faire, c'est se dire, voilà, il y a une trame, il y a des arbres, ça, c'est la structure. Nous, on va s'incruster dans cette structure. Mais pour ça, il faut réellement protéger. C'est sur 5 mètres de large. Il faut dire ça appartiendra effectivement à la collectivité, pas à la structure qui est à côté. Et grâce à ça, finalement, on peut arriver
vraiment à rentrer dans les fils du bois et à voir. Alors, ce ne sera jamais aussi beau qu'une œuvre de Marc, hein, mais on peut arriver quand même voilà, à parler le langage du pays et pas imposer de façon très coloniale finalement voilà, les blocs. Mais ça, c'est tout un travail. C'est pour ça qu'on plaide pour que des paysagistes soient là systématiquement et des architectes soient là au moment où on construit les bâtiments, au moment où on les intègre, au moment où on dessine la zone d'activité, au moment où on va protéger. Mais les choses se passent souvent avant que la zone d'activité arrive et pas après. Le paysagiste, il n'est pas là pour fleurir 2-3 bouts de pieds de bâtiments qui, de toute façon, ont tout massacré. Il est là avant pour dire voilà comment doit effectivement être composée la zone d'activité. On a quand même un amendement qui s'appelle l'amendement Dupont qui a permis, et ça c'est issu notamment de cet article dans je ne sais plus quel journal qui s'appelait La France Moche et qui a vraiment été un espèce d'électrochoc qui fait que d'un seul coup on s'est dit on est en train de défigurer tous nos entrées de bourg, nos entrées de ville, c'est absolument terrible. Alors, du mal a été fait. Qui sont tous les mêmes. Et qui, voilà. Exactement. Et là, tu soulignes effectivement le danger de la banalisation, c'est qu'on construit partout le même hangar. Alors qu'il faut être à l'écoute du pays, à l'écoute de cette morphologie, de la façon dont on construit, dont on habite, les couleurs. Tout ça demande du temps, tout ça est parfois un petit peu plus cher, mais pas toujours. Quand on préserve une haie et un bel arbre, puis qu'on met simplement un banc sur un bel arbre, c'est moins cher que de couper cette belle arbre et après essayer de planter un arbre qui va crever et sous lequel on va mettre un banc horrible en plein soleil. Donc des fois on gagne de l'argent à réfléchir. Tu donnes un petit mot de conclusion. Voilà, j'espère que ces échanges vous ont apporté quelque chose sur la notion de paysage. Nous avons envisagé ce moment avec beaucoup d'intérêt pour ce qui nous concerne tous les trois. Et c'est un bonheur pour nous de voir que vous êtes venus si nombreux et aussi positifs dans votre posture. Voilà, nous vous remercions. Il y a 5 personnages à remercier. Il y en a 2 qui sont à la porte. C'est le directeur qui était là. Donc, pour ceux qui le souhaitent, vous avez des livres qui sont à votre disposition. Vous pouvez les acheter et les faire dédicacer. Voilà, bonne soirée à vous. Moi, je ne comprends pas qu'on ne pas plus de Charles à la fin.